s'avère que, vous savez, quand il y a eu, ça n'a rien à voir, je suis désolée, je vais faire une digression et malgré les événements très graves, mais vous savez qu'avec ces histoires-là d'augmentation du coût de l'énergie, etc., ils ont commencé à faire du chantage en disant, ben voilà, ça va être les prix qui vont être appliqués, les gens n'ont pas le choix, c'est comme ça, vous de toute façon, vous n'avez plus d'électricité, vous n'avez plus de gaz. Moi, il y avait des agents d'Engie, EDF, qui m'appelaient et qui me disaient, oui, voilà, vous allez changer, voilà, ça va augmenter, ça va être ça, le taux de forfait, ça va être ça. Je disais, non. Ah bah oui, mais si, c'est comme ça, vous n'avez pas le choix. Et si, j'ai le choix. Bah oui, mais si vous ne voulez pas, on va vous couper le gaz. Et moi, tu sais quoi, surtout, tu ne me fais pas de chantage. Comme si je dépendais d'eux, comme si ma vie dépendait d'eux. Non. Je leur ai dit, bah coupez. Ils m'ont dit, oui, mais si on coupe, tu sentais la satisfaction du petit, de la personne en face de toi qui avait l'impression qu'elle avait un pouvoir exponentiel sur ta vie, parce que si tu me disais non, tu n'avais plus de gaz. Moi, je me coupez tout de suite. Vous venez demain et vous coupez. Et là, moi, mais si on vous coupe, vous savez plus. J'ai dit coupez, ma vie, elle ne va pas s'arrêter. Et si tout le monde, eh ben, ils sont venus, ils ont coupé. Hein. À ma tête, j'ai dit vous coupez, je ne changerai pas mon forfait, vous ne me ferez pas payer plus cher. C'est absolument pas justifié. Ils sont venus, ils ont coupé. Bon, je me lave à l'eau froide, c'est pas facile, mais c'est une habitude à prendre. Cela dit, moi quand j'étais petit, je me lavais à l'eau froide, donc tu vois, c'est pas compliqué. Mais tu ne me fais pas de chantage. Moi, tu ne me fais pas mettre à genoux. Ça n'existe pas, ça. Dans mon logiciel à moi, tu ne me fais pas mettre à genoux. J'ai pas été programmée comme ça. Et si tout le monde, à partir du moment où ils ont fait ce chantage, en disant, on a vu en 2024, l'EDF, augmentation encore de 10%. À partir du moment où ils ont dit, les prix vont changer, ça va augmenter tous les 6 mois, hein, c'est 10, 20, etc. Si tout le monde avait dit, on coupe, qui étaient les perdants? Eux ou nous? Ouais, c'était eux. Les capitalistes. C'est avec ça, c'est avec cette arme-là, en disant on coupe. Qu'est-ce qu'il y a? Le premier homme sur Terre, quand il est arrivé, il n'avait pas de gaz, il n'avait pas d'électricité. Qu'est-ce qui s'est passé? L'humanité, elle s'est extincte? Non, elle a fait que se multiplier, alors qu'elle vivait avec les rudiments les plus élémentaires. Donc moi, qu'est-ce que je n'ai rien à foutre? Si tout le monde avait agi comme ça, en une semaine à peine, parce qu'ils perdaient de l'argent pour le coup, on ne parlait plus d'augmentation, ni d'électricité, ni de gaz. Et on revenait aux tarifs les plus bas. Les tarifs réglementés, les tarifs les plus bas. C'est ça. Quand on parle de boycott, il y a ça aussi. Ce sont des armes dont nous disposons. Tu ne me mettras pas à genoux. Et tu sais quoi? Je suis même en train de me taper aujourd'hui si je ne vais pas couper, faire pareil pour l'électricité. J'en ai rien à foutre. Tu peux pas imaginer à quel point j'en ai rien à foutre. Encore une fois, la vérité, la liberté pour moi c'est sacré. Tu vois, comme ma foi c'est sacré. Non. J'attends. Si on était plus nombreux, on aurait cette arme entre les mains. On a le pouvoir de faire changer les choses. C'est pour ça que je dis, le problème ce n'est pas les 1%, le problème c'est les 99%. Parce que sans les 99%, les 1% ne sont rien. Donc le pouvoir c'est vous. Le problème c'est nous. La solution c'est nous. La solution alors chacun d'entre nous. On a plus de poids, nous, qu'ils n'en auront eux jamais. Mais ce pouvoir, ils le tirent grâce à nous. C'est tout. Nous sommes le problème, nous sommes la solution. Eh bien oui. Oui, tout à fait. Donc en fait, pour toi, c'est une question de rapport de force en fait. C'est pour eux. Oui, c'est ça. Qui sont dans le rapport de force. Oui, c'est ça. Je veux dire, si on arrive... dans le consentement. Parce que j'ai pas fini mon analyse, mais c'est un peu ça. En fait, le rapport de force dans le sens où, tout à l'heure, on a parlé de la servitude volontaire. Tant que nous, on ferme notre gueule et on paye le carburant à 2,50 €, même elle le met à 4 €, le paquet de cigarettes, elle le met à 20 €, le payera. Tant que tout le monde arrête de fumer, je donne l'exemple de la cigarette. Si tout le monde décide demain, arrête de fumer, ils vont baisser le paquet de cigarettes à 1 €. C'est un rapport de force. C'est plus difficile pour les gens qui fument, tu vois. Donc pour les gens qui fument, ils ont d'autres alternatives. Je sais que Nadia, elle est passée à la boîte de tabac, là. Ils achètent leur boîte de tabac, donc ça le truc de... Vous trouvez ce que vous voulez, tu vois. Une alternative, ouais. Il faut que vous arriviez à vous affranchir de cette servitude. Et c'est la seule manière que nous, on dispose de s'affranchir. En fait, il faut s'affranchir des chaînes mentales qu'on a tous ici parce qu'on est dans un état, tu vois, de servitude par rapport à eux. Mais on dispose de ces moyens-là, effectivement, comme tu l'as très bien dit. Revoir la façon dont on consomme, revoir nos besoins
Et en réalité, il faut se poser la question élémentaire. Il y a deux questions que tu dois te poser. Quel est l'intérêt de mon passage sur Terre? Quand tu as répondu à cette question, tu te poses, tu prends une feuille. Quel est l'intérêt de mon passage sur Terre? Quand tu as répondu à cette question, tu as compris quel était le but de ton passage sur Terre. Et c'est certainement pas pour aller dans la société consumériste. Et la deuxième question, de quoi ai-je besoin pour vivre? Tu sais, moi, c'est en me posant ces deux questions que je suis arrivée tout doucement à l'essentiel. Je suis là, mon chemin, monsieur, je suis sur mon chemin, je suis que là. Je suis en train de faire mon cheminement. De quoi ai-je besoin pour vivre et quel est le but de mon passage sur Terre? Quand tu n'as pas posé ces deux questions, quand tu n'as pas répondu à ces deux questions, tu n'y arrives. Tu seras toujours dans la société consumériste, tu seras toujours affranchi, tu seras toujours avec tes chaînes et tu seras toujours dans la servitude. C'est tout. Merci, Fatima. Vous dire, pardon. Vas-y, Ce qu'ils ont dit. j'ai vu ça, mais tu me connais maintenant, j'ai dit n'importe quoi. Je vais terminer. Mais justement, c'est là la question. Je vais terminer. À partir du moment où c'est les Américains, parce que tu as toujours l'histoire du lobby militaro-industriel, qui vendent des armes partout, parce qu'ils ont tout intérêt. Les guerres, pour eux, ça leur fait redresser leur économie, surtout qu'on sait que l'économie américaine, elle a chuté. Mais quelles sont les armes qu'on a retrouvées chez le Hamas, qu'on retrouve en Ukraine? C'est les armes des Américains, c'est les armes des Occidentaux. Ils vendent leurs armes partout et après ils vont te dire « Oh, c'est les mêmes armes !» Bah oui, ils viennent du même fournisseur. Bah oui, tu vois ce que je veux dire? Et ce sont ceux qui arment les terroristes, ce sont ceux qui arment les États terroristes, qui après te disent « Oh, c'est bizarre, on retrouve les armes !» L'Amérique, les États-Unis n'ont jamais voulu la paix dans cette région du Proche-Orient. Oui, d'accord. Les États-Unis ont utilisé Ben Laden. Oui, d'accord. Ben Laden, il y a une très belle vidéo qui est passée là avec Michel Coulon qui explique très bien le concept du bon arabe et du mauvais arabe. Ben Laden, quand il attaquait l'Afghanistan, quand il était en guerre, les États-Unis étaient super contents. Ils adoraient Ben Laden. Et le jour où Ben Laden s'est retourné contre eux, c'était l'ennemi numéro 1. Mais c'est qui a créé Ben Laden? Qui a créé Al-Qaïda? L'Amérique. C'est bien les États-Unis. Et puis, c'est les États-Unis. À droite, celui-là, c'est un pur raciste. Lui-même, il a dénoncé que Netanyahou, quand ils avaient tous dit quoi, faire attention avec le Hamas, Netanyahou a tapé du poing en disant non, et on va continuer à financer le Hamas. Il faisait venir, alors le Qatar donnait l'argent et Netanyahou a dit qu'il faut laisser passer l'argent au Hamas. Pourquoi? Parce que le Hamas rendait service à Netanyahou pour contrer le Fatah. Tu vois? C'était justement pour mettre en opposition le Fatah, pour empêcher la création de l'État palestinien. C'est tout. Donc tu me demandes qui finance le Hamas, je te réponds Netanyahou. Voilà. Donc si vous nous dites que le Hamas c'est des terroristes, on est d'accord? Netanyahou, l'État d'Israël finance les terroristes. Ah oui, d'accord. C'est la boucle. Et puis, la boucle est bouclée. qui sont très... Il a dit, non, mais c'est exactement ce que j'allais dire. Voilà, t'as eu ta réponse. Ouais, non, mais en fait, c'est ce que j'allais dire. Parce que comme il y a 5 personnes qui ont le veto, parmi ces 5 personnes à l'ONU, Il y a beaucoup de pays, c'est pour ça que je te dis que les États-Unis... Beaucoup de pays veulent la sanctionner, mais du moment que l'Amérique met son veto, il y a autre chose qu'il faut que vous sachiez tous quand même. Moi je pense personnellement, c'est mon analyse, c'est que vous savez que le Mossad est extrêmement offensif. Que les Mossad, parmi le Mossad, il y a des agents du Mossad qui sont des femmes. Il faut savoir que ces femmes, elles détiennent des informations sur pas mal de dirigeants pédophiles dans les élites, que ce soit aux États-Unis, un peu partout. On va parler de l'histoire de Epstein. Epstein, comment elle s'appelait la nana là, qui est en prison là? Oh mince, j'ai tellement travaillé. Maxwell. Son père, c'était un magnat des médias américain, d'accord? Je crois que c'est Robert Maxwell et comme ça. Il est mort comment, Robert Maxwell? Robert Maxwell, c'était un agent du Mossad qui a été tué par le Mossad parce qu'à un moment, il s'est retourné contre eux, d'accord? Mais il détenait quoi Robert Maxwell, sa fille Ghislaine Maxwell, Epstein, réseau pédocriminel, d'accord? Il avait le Lolita Express. Epstein travaillait pour le Mossad. Bill Clinton, toute la clique qui venait sur son île, qui allait sur le Lolita Express, Ehud Barak, dans l'avion le Lolita Express, ça c'est des informations qu'on peut vérifier sur internet et qui sont factuelles, d'accord? Donc il peut rigoler, il peut dire ce qu'il veut, mais il vérifie s'il tape, s'il fait l'effort intellectuel d'aller vérifier cette information. Donc Ehud Barak, Bill Clinton et toute la clique, ils allaient dans le Lolita Express, ils se retrouvaient sur l'île d'Epstein et t'avais tout le réseau pédocriminel. Qu'est-ce qu'il fait Epstein? Il stocke, il y a des caméras un peu partout.
Donc si tu veux le Mossad, et c'est connu, tu tapes sur internet, il a des informations sur les mœurs sexuelles de toutes les élites. Et c'est comme ça qu'ils les tiennent. Tu votes pas pour nous, on sort ton dossier. Ehud Barak, ils l'ont fait trembler comme ça. À un moment, tu te rappelles qu'Ehud Barak, il était au gouvernement, ils l'ont fait trembler avec les informations personnelles sur lui. Ah, et puis je veux il y a ça aussi. ils tirent dessus. Ils se sont approchés de Liban, ils ont tué je ne sais pas combien. Quand ils ont marché, il y a un an ou deux, ils ont marché pour aller en Palestine, ils les ont tués. Ouais, c'est tous les Palestiniens. C'est la Nakba, c'est ceux qui sont... Oui, c'est la Nakba. Ils ont été chassés. Ouais,